Pokrovsk, une ville devenue aujourd'hui le symbole de cette guerre et peut-être une obsession même pour le chef du Kremlin. Et c'est Volodymyr Zelensky qui, hier, nous explique pourquoi Poutine veut absolument conquérir Pokrovsk, quel qu'en soit le prix d'ailleurs. Pokrovsk, eh bien vous savez, la situation est difficile. L'ennemi a lancé des opérations d'assaut le 5 novembre et a continué à mener des assauts depuis, à l'aide de véhicules blindés. Ils ont perdu du matériel, mais l'objectif numéro 1 de l'ennemi est d'occuper Pokrovsk le plus rapidement possible. Cet objectif reste inchangé. Le nombre d'attaques en témoigne, 220 attaques ont été menées contre Pokrovsk en 3 jours. Dans la ville même, selon nos données et selon l'armée, il y a 314 Russes. Quant à la formation à la périphérie qui avance dans cette direction, vous savez qu'elle est importante. On l'écoutera, le président ukrainien Michel Zelensky qui indique dans ce même point presse que Poutine veut impressionner Donald Trump en ayant une grande victoire et que cette grande victoire, ce serait Pokrovsk. Je ne pense pas que ça va impressionner Donald Trump. Je pense que Donald Trump il se laissera impressionner par d'autres choses que par la prise de Pokrovsk. Je pense que ça, c'est de la communication russe au sens strict du terme. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui impressionnerait Trump, ce serait que Vladimir Poutine se mette à la table des négociations et qu'il puisse enfin en tirer quelque chose de concret. Je crois que c'est ça qui l'impressionnerait le plus. Mais aujourd'hui, je pense que Donald Trump a compris que ça ne se passerait pas. Et donc, ça veut dire que tout simplement, Poutine joue sur 2 tableaux. Il joue à la fois un tableau diplomatique, essayant de montrer que l'inévitable advient et que l'inévitable, ce sera l'écroulement de l'Ukraine. Si c'est ça qu'il veut démontrer, je dirais, au président américain, je pense que le président américain aujourd'hui en a peu faire que si demain l'Ukraine s'écroule ou ne s'écroule pas. Ce qu'il veut aujourd'hui, c'est une résolution sous une forme ou sous une autre de ce conflit, quelles qu'en soient les conséquences. Et je crois que c'est là où est le tragique, tout simplement parce que nous, Européens, on n'arrive pas à porter ce qu'il faut nécessairement et de façon suffisamment ample en termes de logistique, d'armes et d'accompagnement pour l'Ukraine. Et que de l'autre côté, les Américains font le minimum nécessaire pour qu'aujourd'hui, on ne puisse pas leur reprocher d'avoir désarmé complètement l'Ukraine. Mais pourquoi il dit ça alors, le président Zelensky? Pourquoi c'est une façon aussi de rabaisser Vladimir Poutine, de dire qu'il veut Pokrovsk avant tout pour bomber le torse, pour avoir une victoire? Ou est-ce que, parce que c'est peut-être aussi une réalité, Pokrovsk, ça a un prix? On parlera de ce prix d'ailleurs avec Gwendoline de Bono, parce qu'il y a eu des défaites parfois ukrainiennes qui ont eu un prix terrible. Qui veut répondre? Il y a un débat politique interne, si je peux me permettre, très rapidement, en Ukraine en ce moment même, le même débat qu'il y a eu lors des prises de Bakhmout et d'Avdiivka. Un vrai débat politique mené par les militaires sur le terrain, qui disent attention à la stratégie qu'on emploie maintenant, on ne va pas refaire la même erreur qu'à Bakhmout et qu'à Avdiivka, on ne va pas sacrifier des dizaines de soldats. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez entre 100 et 170 000 soldats russes autour de Pokrovsk aujourd'hui. Moi, j'y étais il y a encore 11 mois à Pokrovsk. On a réussi à rentrer dans la ville, dans les quartiers nord, mais les quartiers sud étaient déjà sous le feu russe. C'était plus possible. Ça fait 11 mois. Aujourd'hui, très franchement, la ville, elle est quasiment perdue. Sauf que les soldats ukrainiens qui sont à l'intérieur de Pokrovsk aujourd'hui, ce sont des unités d'élite. Si l'Ukraine perd ces hommes-là, c'est un énorme problème au-delà de la ville, parce que la ville, vous voyez très bien qu'elle est déjà quasiment perdue. Et la deuxième petite chose très importante à noter, c'est que au-delà de Pokrovsk, il y a 2 autres villes, Kupiansk et Konstantinivka, qui sont quasiment dans la même situation. Konstantinivka, nous, on y était il y a encore 1 mois et demi, et que si ces 3 villes-là tombent, c'est très dur pour les Ukrainiens. Pourquoi? Très simplement et très rapidement, parce que derrière Pokrovsk, ce sont des plaines. Il y a des tranchées qui commençaient à être construites il y a un peu moins d'1 an, mais je peux vous dire que les défenses ukrainiennes à ce moment, à cet endroit-là, ne sont pas aussi fortes que de l'autre côté, et ça, évidemment, les Russes le savent. Et puis il faut mettre des hommes et du matériel, on verra ça avec vous dans un instant, général, dans les tranchées, quand on veut, j'allais dire résister, tout au moins ralentir l'avancée russe. Gwendoline, est-ce que l'Ukraine peut encore sacrifier, comme le disait Thomas, des unités d'élite? Ce débat, vous le sentez, vous en entendez parler. Est-ce que les mêmes erreurs, on va dire erreurs, mais c'est très facile quand on a les fesses posées sur un siège tranquillement au chaud sur un plateau de télé, est-ce que le pouvoir politique est prêt à des sacrifices pour
ne pas perdre Pokrovsk, et on l'a vu sur cette carte, ses environs stratégiques? C'est un choix d'état-major, hein. Clairement, il y a ce bénéfice-risque qui est fait. Effectivement, c'est l'un des arguments des voix critiques ici, hein, qui auraient préféré que certaines unités, les unités ukrainiennes dans Pokrovsk, puisqu'il n'y a plus qu'un petit couloir de sortie, en fait, puissent se replier avant, parce que maintenant, par ailleurs, même organiser un retrait, c'est une manœuvre qui est compliquée. Hein. Ça peut pas se faire en claquant du doigt, vu que tout est l'ennemi, enfin les Russes, les forces russes ont le contrôle des feux sur ce couloir. Après, il faut comprendre qu'à Pokrovsk, il y a la 68e brigade, la 25e brigade, qui sont effectivement les brigades les plus performantes, hein, que compte l'Ukraine. Et puis, il faut voir que l'état-major a décidé d'envoyer effectivement des unités d'élite en renfort il y a une semaine seulement. À l'intérieur de la ville, ce sont notamment les hommes du renseignement militaire. On les connaît bien parce que on les avait suivis en opération encore récemment. Et eux, ce sont vraiment les hommes des missions impossibles, hein. Ce sont eux, par exemple, qui ont fait les missions de débarquement en Crimée. Et bien aujourd'hui, ils essayent, hein, de stabiliser la situation à Pokrovsk, mais c'est très compliqué. Et c'est effectivement risqué de les envoyer là-bas, de perdre ces hommes qui sont hautement qualifiés. Mais en même temps, l'état-major estime que seuls eux peuvent stabiliser la situation. Et ça reste, pour l'instant, très important pour l'état-major de ne pas lâcher Pokrovsk. Quand vous en parlez avec les officiers, ce qu'ils vous disent, c'est qu'il est important de fixer l'effort russe sur Pokrovsk, de garder l'effort russe sur cette ville. Et puis aussi parce que la chute de Pokrovsk mettrait en danger les voies logistiques qui restent dans toute la région de Donetsk, mais également, et ça c'est très important, ça mettrait en danger la région, si vous voulez, de Dnipro, où les Russes n'ont pas encore pris pied. Et pour l'état-major comme pour l'échelon politique, c'est important que les Russes n'avancent pas vers cette région de Dnipro. Merci beaucoup, Gwendoline. Merci à Vincent Wartner qui vous accompagne. Je vous laisse la parole. Caroline, dans un instant, général, je voudrais qu'on comprenne avec vous quelle est la situation et ce dilemme militaire, mais également politique. Et Gwendoline l'a dit, Thomas aussi. C'est très imbriqué le politique et le militaire aujourd'hui en Ukraine, même depuis 4 ans de guerre. C'est difficile de décider. Militairement, on a déjà du mal à comprendre pourquoi les Ukrainiens continuent de tenir la ville de Pokrovsk au prix des brigades qui sont dans cette ville. Actuellement, si vous regardez la carte qu'on nous a bien présentée, vous avez en gros 12 km² à l'est de Pokrovsk, à côté de Myrnorad, où effectivement c'est une zone en voie d'encerclement. Ensuite, vous avez ce corridor qu'on voit bien qui fait en gros 2 à 3 km simplement vers l'ouest, qui permettrait de se dégager. Et comme l'a dit très justement la journaliste sur le terrain, se dégager aujourd'hui devient, et demain encore pire, devient de plus en plus difficile parce que c'est obligatoirement sous le feu de l'ennemi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les forces qui n'auront pas quitté la zone à l'est que nous voyons des 12 km² sont pratiquement sacrifiés. Alors la question qu'on peut se poser maintenant, j'ai expliqué un peu le problème militaire, le choix politique. Alors le choix politique, pourquoi garder Pokrovsk? Alors ce qui était évoqué par Thomas, je suis entièrement d'accord avec lui sur son analyse sur l'aspect, je dirais, stratégique et non pas forcément politique dans cette affaire-là. C'est-à-dire qu'effectivement, si cette ville tombe comme les deux autres dont on a parlé, c'est la ligne de défense fortifiée qui tombe. Et après, et on voit d'ailleurs depuis quelques semaines sortir les blindés russes qu'on ne voyait plus. Et quand on commence à voir sortir les blindés... l'artillerie également. Voilà, mais ça veut dire que tout ça était caché parce que les drones régnaient en maître dans la région. Ça veut dire que maintenant, ça veut dire que les Russes changent de tactique. Ça veut dire surtout qu'il y a une capacité d'exploitation éventuelle d'une percée quelconque. Ça veut dire que les blindés, ça va vite, même s'il y a des destructions, s'il y a la masse, bien entendu. Et là, s'il y a un front qui s'effondre, effectivement, il y a un boulevard. Alors jusqu'à où ? Peut-être 10, 15, 20 km, pas plus. Parce qu'après, je pense qu'avec les drones ukrainiens, il y aura de fortes pertes. C'est beaucoup par rapport aux avancées russes depuis des mois. C'est pas que c'est beaucoup. C'est que vous arrivez dans la région de Dnipro. C'est-à-dire que le Donetsk, la région de Donetsk, tombe quasiment aux mains des Russes. Et c'est surtout ça, c'est 15-20 km. Dernier point quand même, c'est que sur ce qui est dit, moi je veux bien qu'on soit capable de compter le nombre de soldats russes dans Pokrovsk, 314. Faut être sérieux quand même. Il y a un moment où je me demande s'il n'y a pas une certaine forme de panique. Il y a des combattants russes et on voit que d'après tous les comptes rendus officiels, qu'il y en a de plus en plus. Être capable de les chiffrer un par un dans de cet aspect-là, c'est un peu curieux. Ensuite, parler des forces spéciales qui vont changer la manœuvre. Soyons sérieux. La force spéciale, c'est... Mais pourquoi on envoie des forces spéciales ? C'est symbolique. C'est l'élite. Vous voyez bien, ils ont fait ça, c'est eux qui vont changer le sens de la guerre. Non. Oui, mais on les sacrifie.
Actuellement, nous sommes dans une logique politique de sacrifice des forces sur le terrain. Maintenant, l'objectif, on l'a évoqué en premier, c'est... Mais elle a été très contestée, pardon, général, mais pour que tout le monde comprenne, elle a été très contestée, cette décision politique, notamment sur cette enclave que les Ukrainiens ont réussi à prendre aux Russes. Et qui a coûté énormément. Dobropila, quelque chose de Dobropila, au nord de Pokrovsk. Au nord, bien évidemment. Mais après la guerre, il y a des choix qui sont faits qu'on ne voit pas ici, mais qui ont une logique sur place. Maintenant, quand on voit le bilan à la date d'aujourd'hui, je regrette. Moi, le bilan, c'est que l'Ukraine, à moins qu'elle arrive vraiment à bloquer les Russes, ce qui est possible, aura perdu beaucoup d'hommes, beaucoup de matériel et des unités constituées. Et les unités d'élite dont on parle, elles prennent des coups. Ça veut dire qu'elles ne seront pas réemployables avant plusieurs semaines, sinon plusieurs mois. Caroline. Oui, c'est inquiétant parce qu'en fait, ils essaient de maintenir le front. C'est pour ça qu'il y a une semaine, ils ont envoyé les forces spéciales, ce qui peut être contesté ou pas. Ils auront un tout petit corridor pour sortir de 3 km et plus ça va, plus il va se rétrécir. Donc il va être très compliqué de sortir les forces ukrainiennes. Et ils maintenaient le front sur Pokrovsk parce que derrière, c'est de la plaine et ils vont galoper. Ils vont arriver sur Kramatorsk, c'est là aussi où il y a les hôpitaux militaires. Ils vont arriver sur Dnipro où il y a tous les hôpitaux militaires. Ils vont avancer sur les populations. Et là, Thomas disait, il n'y a pas de défense, très peu de défense ukrainienne. Jusqu'à Dnipro. Après, Dnipro, c'est du marécage, donc ça va être plus compliqué. C'est une ville énorme, 1 million d'habitants, c'est gigantesque, Dnipro. Mais effectivement, Caroline a raison. Là, je regardais très précisément, il y a 23 km 28 entre les premières positions russes et la frontière de l'oblast, la frontière régionale entre Donetsk et Dnipropetrovsk. Donc, 23 km sur de la plaine, parce que c'est une autoroute. Et après, il y a Kharkiv. Une autoroute. Il y a des tranchées qui ont été, encore une fois, construites. Mais les tranchées, il faut les équiper, en fait. Mais ça va pas suffire parce la que force de poussée russe, et si vous dites qu'ils ont sorti les chars, ça, moi, j'avais pas vu. On les voit partout, on voit des attaques de pelotons, mais c'est les Ukrainiens qui le disent. Bataillon de mécanisés à tel endroit, peloton de chars à tel endroit. Et ce que vous devez rappeler, Thomas, effectivement, cette limite administrative du Donetsk de 20 km. Ces chars, c'est-à-dire qu'ils étaient en arrière, protégés. Je peux pas vous dire. Ils ont été couverts certainement, protégés par la couverture végétale. Ils ont sans doute été camouflés. Maintenant, la question, je pense, c'est que jusqu'à présent, pardon, mais pour que tout le monde comprenne, général, mais tous bien sûr sur ce plateau, on parlait de l'omniprésence des drones. Oui. Vous avez encore quelques vidéos qu'on peut voir de temps en temps que vous avez tournées en Ukraine où les drones sont omniprésents jusqu'à vous empêcher de faire 10 mètres ou de vous déplacer. Là, ces drones sont toujours opérant, ou est-ce qu'on a changé de tactique? Est-ce qu'on est revenu au matériel qu'on a connu au début de la guerre? On n'a pas changé de tactique. Si vous reprenez les comptes rendus ukrainiens, la météo est tellement mauvaise que les drones ont du mal à fonctionner contre les Russes. Donc tant que la météo sera favorable, au sens défavorable climatiquement, mais favorable à l'offensive, les Russes ont une opportunité effectivement d'exploiter une percée, si jamais elle se faisait, et d'arriver aux limites administratives de l'oblast, donc à une vingtaine de kilomètres, ce que j'évoquais tout à l'heure, ce qui fait qu'effectivement, on aurait l'objectif, je dirais, stratégique de Poutine atteint, qui est d'annexer complètement l'oblast. Et c'est pour ça qu'on a vu les bombardements avec les missiles et les drones sur les systèmes électriques, ce qui veut dire derrière plus d'eau, plus d'électricité, plus de chauffage, mais aussi plus de transport. Oui, les voies ferrées aussi ont été pour essayer de dégager les civils, c'est toujours la même technique, c'est-à-dire qu'ils ferment, ils ont une espèce de bouche qui se referme au niveau militaire pour reprendre les villes. Après, ils peuvent avancer parce que effectivement, c'est plat. Il y a très peu de villes en fait. Et après, ils vont arriver sur les grandes villes à nouveau. Ils vont dégager les civils en bombardant massivement avec une saturation du ciel aérien, du ciel ukrainien. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire là. Donc c'est pour ça qu'ils ont voulu maintenir le front sur Pokrovsk. Mais il ne faut pas que ça lâche. Et là, a priori, c'est en train de mal se passer. Ça semble compliqué. Petit mot de météo et de drone. La mauvaise météo, c'est un avantage pour les drones russes, les gros drones, les Shahed ou les Guerrin 2, parce qu'on ne les voit pas arriver, ils sont au-dessus des nuages. Donc c'est une catastrophe pour la défense antiaérienne. En revanche, pour les petits drones, ça c'est un désavantage, que ce soit pour les Russes ou pour les Ukrainiens. Quand il fait mauvais, qu'il neige, qu'il pleut, ces drones sont beaucoup plus difficiles à utiliser. Donc pour les drones sur le front, la météo est une mauvaise nouvelle. Pour les drones, les gros drones, ceux qui sont utilisés pour aller bombarder les infrastructures, la mauvaise météo, ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est une petite nuance. D'où l'avantage des Russes actuellement sur le terrain, parce qu'ils bénéficient toujours d'une supériorité en ce qui concerne les blindés et l'artillerie.
Et là, ils se servent de ça aujourd'hui pour conquérir? Oui, parce qu'ils ont eu une destruction de la part des Ukrainiens, parce qu'effectivement, les blindés se sont retrouvés vulnérables. Aujourd'hui, quels sont leurs moyens de défense? Moi, je ne les connais pas trop. On sait seulement que des mesures ont été prises, des contre-mesures. Donc maintenant, aujourd'hui, moi, je pense que les Russes sont en position favorable, peut-être un peu fort, d'utiliser des blindés s'il y a une opportunité, parce que ces blindés, par la météo, ils ne seront pas détruits comme ils l'étaient avant. Ils ont pris des contre-mesures. Et puis, bien entendu, il y a quand même quand vous regardez la carte, vous voyez bien que l'ensemble de la région de Pokrovsk, la région de la ville et de sa banlieue, sont pratiquement c'est semi-encerclé. Donc aujourd'hui, vous êtes sous le feu partout. Donc, à un moment, il n'y a pas de défense cohérente qui peut s'installer correctement. On la voit sur la carte. Il est encore possible de sauver les unités d'élite ukrainiennes qui sont dans cette poche ou pas? À l'est, faudrait que ce soit... Alors, ça va être très compliqué. Nous, pour une situation similaire, on avait pu interviewer les derniers soldats, le tout dernier soldat qui avait quitté Vuhledar après l'encerclement russe. Il nous avait expliqué que l'ordre avait été donné, je crois que c'était fin septembre de mémoire, de quitter la ville. Il y avait, je crois, à l'époque, ils étaient plus de 80 à être vivants sur les quelques centaines envoyés sur place pour défendre contre les Russes, qui étaient eux des centaines en face. Et ces hommes-là ont quitté la ville à pied. Voilà. À pied. Ils ont traversé les champs à pied, de nuit, sous la menace des drones, et c'est comme ça qu'ils ont pu s'exfiltrer. C'est une opération qui a été... Et ça, c'est possible avec peu de troupes. Et les civils? Il y a quasiment plus de civils, je pense, à Pokrovsk. Ce qui est intéressant dans Pokrovsk, c'est que contrairement à Bakhmout et Avdiivka, la ville a été relativement, je dis bien relativement, parce que les quartiers sud, c'est la ligne de front, mais relativement préservée. Elle n'a pas été rasée comme Vovchansk, par exemple. Preuve peut-être que les Russes veulent se servir de cette ville pour en faire une base, pour pouvoir poursuivre leur offensive jusqu'à la fin de la région.